Bonjour chers amis, merci de continuer à vous abonner, de continuer à partager évidemment et de cliquer, de faire des pouces pour que la vidéo soit mieux référencée et vue par davantage de monde. Merci pour vos commentaires aussi, j'essaie de répondre encore une fois à toutes et à tous, hein. Et lorsque vous me posez des questions, j'essaie aussi d'y répondre. Alors, il y a plein de questions des fois très intéressantes qui me dépassent, moi j'ai pas réponse à tout, j'ai pas la prétention de tout savoir, de connaître l'histoire, ni d'être une référence, voilà, tout simplement. C'est des vidéos. Je le rappelle, c'est pour échanger, non pas donner des leçons ou de discourir dans le vide. Il y en a qui le font si bien, parler dans le vent et le vide. Nous sommes donc ce 25 décembre et chacun aura eu ou n'aura pas eu son cadeau de Noël. Et vous savez que tous les ans, la télévision en général nous rediffuse pour la énième fois le Père Noël est une ordure ou une bande de cinglés et de complètement fracassés du cerveau délire totalement ce 25 décembre. Eh bien, j'ai l'impression que ce cadeau aussi nous l'avons eu, mais qui est un cadeau qui n'est pas celui d'un Père Noël qui serait une ordure, mais un cadeau un peu empoisonné. Autrement dit, le télescopage de Noël et du cadeau qui est tout simplement le cadeau de ce gouvernement à la tête duquel se trouve Monsieur Bayrou. Alors vous allez peut-être vous surprendre, mais Monsieur Bayrou, je le trouve de loin, mais de très très loin, le moins pire des premiers ministres que nous avons eu depuis très longtemps, même bien avant Édouard Philippe, sur lequel je reviendrai, qui fait une fixette, lui et Marine Le Pen, sur les accords de 68 avec l'Algérie. On y reviendra. Je pensais qu'un type de son âge aurait plutôt fait référence à mai 68, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, et la manipulation peut-être aussi, ou de la mainmise de la CIA concernant mai 68, parce qu'effectivement, on s'est pas venu de nulle part. Ce mai 68, on sait que la CIA, les États-Unis voulaient la peau de De Gaulle, et 68 ont été un préambule, justement, à la tête de De Gaulle, pour se le payer. Bref, chers amis, donc, Édouard Philippe fait une fixette sur les accords. Bon, il faut bien trouver un élément politicien, parce que sur le reste, eh bien, c'est l'Europe qui décide. En fait, c'est le grand frère européen qui décide, c'est Big Brother, comme disait George Orwell, et donc il faut bien s'accrocher à quelque chose, même si la référence à 68, comme dit la presse algérienne, quand Édouard Philippe parle de la remettre en question, la presse algérienne avait parlé de fantasme d'extrême droite, d'une prise d'opposition un peu raciste et voire un peu islamophobe. Bref, on y reviendra. Il n'est pas seul sur le terrain de chasse, hein, sur ce terrain-là, puisqu'il y a aussi Marine Le Pen, évidemment, qui est dans la course. Bref, chers amis, je vous disais, cadeau peut-être empoisonné pour cette fête de Noël, où ce gouvernement, eh bien, dont personne ne voudra, très certainement, on parle qu'il ne passera pas, ne tardera pas plus que janvier à être remis en question, à avoir une motion de censure dans les reins. Eh bien, ce gouvernement sera un petit peu comme ces cadeaux de Noël qu'on veut pas, vous savez. On va pas tarder à retrouver ce gouvernement dans le Bon Coin ou quelque part, vent gouvernement pour 3 fois rien, ou refus le gouvernement contre bon soin. Vous savez, comme quand on le dit pour un animal de compagnie, chers amis. Je disais, Bayrou, c'est peut-être le moins pire, parce que Bayrou, personnellement, il a une carrière politique, il a une structure politique, mais surtout, je l'ai jamais entendu dire de propos racistes, ni de sous-entendus islamophobes. Il a su toujours se garder de cette décharge publique, de ces répugnants arguments sur lesquels les gens vont se vautrer. Alors là-dessus, au moins, je dirais que Monsieur Bayrou tient la route. Par contre, ce qui vient derrière, les pieds nickelés là-bas, la famille ribouledingue qui arrive derrière, cela nous fait un peu flipper. Et c'est un peu les Dalton derrière, hein, c'est un petit peu là, c'est du, comme disait le site Le Média, on fait du vieux. Avec du vieux, ils ont repris tous des types complètement bracassés, qui sont méprisés par l'opinion, qui ont servi, etc. Et là, effectivement, Bayrou brille un peu moins. Alors Bayrou me fait penser un peu ce gouvernement, vous savez, pour paraître beau, ou agréable, ou acceptable, me rappelle ce que faisaient les grandesses d'Espagne. Les grandesses d'Espagne, c'était la cour d'Espagne, qui après la Reconquista, vers le 15e, 16e siècle, eh bien, ces célébrités, enfin cette aristocratie espagnole, paraît-il que les filles n'étaient pas très belles, pas très jolies, je ne sais pas, c'est ce que j'ai cru voir. Il suffit de voir les tableaux de Velázquez pour se rendre compte qu'elles étaient soit petites ou bossues, mais bon, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, le physique, hein, on respecte. Eh bien, les grandesses d'Espagne, pour paraître plus belles, plus séduisantes, paraît-il, se baladaient avec une guenon sur les épaules.
Ça, on regardait plus la guenon, on dit, oh, elle est belle, la guenon, non, la grandaise. Bref. Alors, pour paraître plus belle, elle se mettait une guenon ou un singe sur l'épaule pour se promener avec. J'ai l'impression que ce gouvernement, eh bien, c'est un peu comme une grandaise d'Espagne. Pour paraître agréable, on a essayé de mettre une guenon derrière, ou alors une espèce de les propos, vous savez, qu'amène la presse pour le rendre plus agréable et plus acceptable. La presse, comme d'habitude, qui est au sort, évidemment, du pouvoir et du système, puisque ce système est tenu par des amis du libéralisme, et donc des amis de Macron, etc. On verra ce qu'on fera avec ce gouvernement. Il va y avoir du sport, comme dit l'autre, et nous allons être effectivement de la course, qu'on le veuille ou pas. On ne pourra pas rester sur le banc de touche ou dans les vestiaires, puisque ça fait partie du pays dans lequel nous sommes, et nous ferons avec cette équipe ou de bras cassés, ou d'équipe qui va réussir à les savoir. Alors je vous le disais, il y a du recyclage, un peu comme dans le Bon Coin pour ce gouvernement. Bayrou, effectivement, François Bayrou a fait ce qu'il peut, enfin ce qu'il peut, il a surtout braqué quasiment Macron pour le prendre au gouvernement, sous peine de lui retirer son soutien, etc. Ça sent quand même la 4ème République. La 4ème République était fait que d'arrangements, que de magouilles, etc. Au sujet de cette 4ème République, qui a été fait de briques et de brocs, d'intérêts communs, privés, de multinationales, etc. Eh bien, ça me rappelle le film Le Président, dans lequel jouait Jean Gabin. Allez voir la tirade de Jean Gabin à cette assemblée, dialogue écrit par l'immense Michel Audiard, hein, celui qui avait dit « les cons osent tout », c'est même à ça qu'on les reconnaît. On a l'impression que ces gouvernements successifs que nous avons eus ressembleraient à cette tirade de Michel Audiard, où les cons oseraient tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Dans cette tirade où Jean Gabin, président du Conseil à l'époque, Premier ministre, donc, qui tenait la France, dans la 4ème République, c'était pas le président qui gérait, mais c'était le président du Conseil, eh bien, fait une espèce de tirade absolument exceptionnelle, tirade sur les intérêts, sur les bassesses, sur la corruption. On a vraiment l'impression d'y être encore aujourd'hui, dans cette 4ème République où le gouvernement tombe un peu comme des mouches. Alors, dans ce gouvernement, il y a du beau monde, si on dire du beau linge, enfin, quand je dis du beau linge, c'est plutôt ironique. On a le retour d'un mec, je sais pas, il avait disparu, avec ses hystéries, et alors son discours islamophobe, enfin hystérique, qui est un certain Manuel Valls, qui s'était fait jeter de partout, même d'Ivry où il était jeté. Il va en Espagne, il se fait jeter. Et aujourd'hui, il y a une enquête aussi à Barcelone, en Espagne, le concernant 270 000 € qui seraient partis dans la nature. Voilà, donc on a quand même des ministres mis en examen ici ou là. Ils sont là. Le retour de Darmanin, qui avait été accusé pour ce que vous savez, à la justice. Alors on parle d'un gouvernement vraiment mis en place, d'accords souterrains, etc., pour faire tenir tout ça, Alors, il y a des éléments sarkozystes comme Darmanin, il y a des éléments hollandistes comme Valls, enfin Valls qui est partout. Hein. Et puis on a le retour de la femme qui fait de la vaporette, qui fume tout le temps, malgré les interdictions. C'est Borne qui revient. Voilà, un gouvernement, je vous dis pas possible de briques et de brocs. On va s'amuser. On n'a plus que ça d'ailleurs aujourd'hui un peu à sourire de tout cela. Quand je parle du sarkozysme, je vous dis ça parce que j'y reviendrai. Lorsque dans l'autre vidéo, je parlais de l'or des Algériens, hein, dont Pierre Péan avait écrit un livre Mabat sur l'Algérie ou l'or des Algériens, où on voit comment la Casbah a été volée d'à peu près 400 millions de francs or, ce qui est colossal, 400 millions de francs or. Et vous connaissez la suite, le coup de dé, l'éventail, etc. L'argent qui est pris donc par Louis-Philippe, qui est partagé avec certains vauriens, des banquiers, notamment Rothschild, qui avait mis aussi l'argent, il y avait eu sa part. Il y a eu aussi la famille du baron Sellière aussi, qui vont ouvrir donc les aciéries dans l'est de la France, la famille Schneider, etc. Cet argent qui sera en plus placé par Louis-Philippe quand il se barre en 1848, il se sauve, il dépose l'argent en Angleterre. Ce même argent sera repris par Napoléon III, qui va se servir de ça pour faire sa campagne. Voilà, donc ça. Alors quand je parle de Sarkozy, on sait que lorsqu'il était au pouvoir, il a vendu 600 tonnes d'or à l'Amérique, à un prix bradé. 600 tonnes, c'est absolument astronomique. Ça pourrait être puni pour haute trahison, et Sarkozy, étant prévoyant, il a fait enlever cet article de haute trahison concernant les élites publiques pour éviter qu'il soit condamné par ça. Justement, pour conclure cette vidéo, chers amis, je voudrais vous parler un petit peu d'or, mais d'or qui a transité de Brest vers le Mali et qui est revenu par l'Algérie via Colomb-Béchar en 1941.
Pour conclure cette vidéo, chers amis, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, surtout, mille merci à vous. En 1941, lorsque la France, en 1940, quand la France, la Seconde Guerre mondiale, la France se prémunit, parce que vous savez, chaque fois qu'il y a une guerre, on cherche à mettre, les envahisseurs cherchent à voler l'or. Pareil qu'en Libye, on ne sait pas trop ce qui est devenu l'or libyen. Enfin voilà, il paraît que directement les troupes, les envahisseurs ont cherché à mettre la main sur l'or matériel, l'or physique, comme en Irak du reste. Alors on ne sait pas trop qui l'a pris, suivez mon regard. En 1940, les Français ont peur que les Allemands, etc., fassent main basse. Et il y a à peu près 2200 tonnes d'or qui sont évacuées de Brest vers l'Afrique. Alors, les bateaux qui vont servir à évacuer cet or, les noms sont très poétiques. Ils s'appellent El Mansour, El Jazair, la ville d'Argé, ou le Kantara aussi, la ville d'Oran aussi. Ces bateaux vont servir à transporter ces 2200 tonnes. Ils arrivent du côté donc du Mali et du Sénégal. Et alors, vers 1941, comme ils sont pas non plus en sécurité, la France va essayer de faire revenir cet or en passant par les terres. Alors, ça va être une organisation incroyable. Alors, les 2200 tonnes n'ont pas été toutes allées en Afrique, mais il y a 60 tonnes qui vont aller vers le Mali. Il va falloir les faire revenir par la suite et il y aura une opération commando, un peu secrète, qui a été mise à jour par un Algérien, qui est un journaliste qui s'appelle Roul Hafnaoui, qui est originaire de Djelfa et qui va écrire l'histoire de cet or qui sera reconnu du bout des lèvres par la France plus tard. Comment cet or revient par le sud algérien, 60 tonnes d'or qui vont revenir grâce au transport de tirailleurs sénégalais, d'officiers français aussi qui vont remonter le Niger, qui vont traverser tout le Sahara, 2000 km, enfin une expédition incroyable, digne d'un roman policier ou d'un film d'aventure, mais histoire vraie. Et Hafnaoui Roul va raconter cette histoire dans le détail en disant comment, lorsque l'or est remonté, les 60 tonnes d'or sont remontées via le Mali, via le fleuve Niger, elles vont remonter par Colombey-Char, donc le sud d'Oran, revenir à Oran et revenir vers la France. Paraît-il qu'il y aurait peut-être un peu de quelques louis d'or et lingots auraient été chapardés à droite à gauche. Alors je vous parle de cet homme-là sans donner dans le détail de cette affaire, mais dire un mot je parlais beaucoup des résistances des femmes algériennes, de la résistance algérienne en général. Celle des journalistes est absolument exemplaire. Je ne reviendrai pas sur la décennie noire et je vais prendre en référence le merveilleux regretté Tahar Jahout, bien sûr, mais de ce monsieur qui n'est pas très connu, je pense, de la diaspora algérienne, c'est Hafnaoui Roul qui a fait de la prison à Djelfa, qui a écrit aussi pour dénoncer la corruption. Alors, moi, je veux dire aussi les choses, je ne les connais pas toutes correctement, mais cet homme exemplaire d'un grand courage qui est un Algérien du sud de Djelfa, qui écrivait dans le journal El Youm, et qui va dénoncer plusieurs faits de corruption terribles qui ont donné lieu à des drames dans les hôpitaux, à des drames aussi qui va mettre en avant des drames de jeunes Algériens qui vont s'immoler dans le sud, deux notamment, dont il fait référence. Je ne veux pas tomber dans le détail de ce qu'a fait Hafnaoui Roul, extraordinaire. Il a fait de la prison dans des conditions terribles, dans la prison de Djelfa, etc. Mais il a été un défenseur important d'une Algérie qui se veut sans corruption, qui se veut exemplaire, qui se veut transparente. Et je pense que cette résistance-là vaut d'être rappelée aussi, parce que je pense que Tebboune peut incarner cette espèce de résurrection, de cette nouvelle Nahda, de cette résurrection d'une Algérie qui serait débarrassée de la corruption. Et en référence, je parle de la presse et journalistes qui ont été très très courageux, comme Hafnaoui Roul, qui dans plusieurs affaires a donné de sa vie, de sa liberté pour mettre en avant des malversations venant de certains walis corrompus. Alors, dire du bien uniquement de l'Algérie, c'est ce que je veux faire aussi. Des pays arabes en général, je parle précisément de l'Algérie, mais aussi savoir dire aussi que le plus beau cadeau qu'on puisse faire aussi à un pays, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression, mais aussi de mettre en avant les hommes et les femmes aussi qui aujourd'hui, avec une seule arme, comme dit Hafnaoui Roul, ma seule arme a été un stylo. Ça a été un stylo. Et ça me fait penser, et pour conclure, chers amis, à une journaliste égyptienne lorsqu'elle avait été enfermée du temps de Moubarak, c'est ça.
cette femme qui avait été enfermée, qui s'appelait Madame Badawi, elle s'appelait Badawi, oui. Et cette femme, pour témoigner de ce qu'elle vivait en prison, de témoigner de la corruption en Égypte. Alors je ne fais pas de parallèle entre l'Égypte et l'Algérie, hein. La corruption est mondiale, hein, ça on est d'accord là-dessus. Mais simplement dire que cette Madame Badawi, pour pouvoir écrire et témoigner encore en prison, on lui avait tout interdit, eh bien, elle avait récupéré du papier toilette et pour avoir l'encre, eh bien, elle se saignait, elle s'était volontairement balafrée pour avoir du sang, et c'est avec ce sang-là qu'elle écrivait cette histoire. Et ces écrits étaient récupérés par des prisonnières qui sortaient et les remettaient à l'extérieur un peu à la fois. C'est ainsi que cette journaliste, cette femme très courageuse, Badawi, a pu témoigner de la réalité de la dictature, entre parenthèses, en Égypte. Je pense que cette presse-là, ces femmes et ces hommes qui donnent de leur vie, de leur courage pour témoigner, je les trouve extraordinaires, et il m'a semblé important de le rappeler, et c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on puisse faire à des gens, à des pays, c'est de parler de ces gens qui témoignent et qui donnent envie de pousser un peu plus loin le désir de bien vivre ensemble. Merci infiniment à toutes et à tous, je vous remercie, à très bientôt.